Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Gabriel Attal et son chien, Bruno Le Maire et sa coupe de cheveux, de la com télé-réalité pour masquer le désastre. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours cet entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Monique Leblanc, Thierry V, Terrain Incognita, Françoise Oriot, Maximilien V, Danabelle B et Jean-Luc Périllier. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, la réinformation, c'est l'affaire de tous, en levant un petit pouce, en écrivant un gentil message et en diffusant sur d'autres réseaux sociaux. C'est comme cela qu'on arrivera à bousculer la presse aux ordres. Gabriel Attal, c'est un vrai roman feuilleton de la télé-réalité. Une photographe de l'agence Hans Lucas présente le Premier ministre montrant une image d'un chiot noir à ses ministres. Le 5 février, donc, pendant que Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, évoque le sort des travailleurs. Je vous avais parlé de ce premier épisode de télé-réalité, une image désastreuse. On nous présentait Gabriel Attal comme quelqu'un de sérieux, de sûr, et on constatait qu'il se conduisait comme un adolescent de lycée et au sein de l'Assemblée nationale alors qu'un député évoque la pénibilité du travail. Il fallait donc pour l'Élysée rattraper le coup, mais souvenons-nous de l'épisode numéro 2. Grâce au ministère des bras croisés. Face à sa baisse de popularité, Gabriel Attal promet de réaliser chaque semaine une séance de photographie dans les jardins de Matignon. Ça, c'était de l'humour, c'était de la parodie. Et j'avais même ajouté que si cela continuait, Gabriel Attal finirait en slip. On y est presque avec cette campagne de communication, troisième épisode de télé-réalité. Après la polémique à l'Assemblée, Gabriel Attal présente son chien Volta sur Instagram. Les journalistes français, après l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, ce n'est pas du journalisme, c'est un militant pro-Trump et pro-Poutine, il a servi la soupe. Ainsi, les journalistes français, oh le chien Attal, il est trop mimi. Mais laissons Tucker Carlson, j'en parlerai en fin d'entretien. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo ? Eh bien, vous voyez une tentative grossière de propagande, de manipuler vos émotions. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord ce chien, c'est un animal touchant qui inspire notre compassion. En effet, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit, il est Mimi le toutou. Or, on sait très bien que lorsqu'on prend quelque chose de touchant, un enfant, un chien et qu'on l'ajoute à un autre personnage, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'émotion que nous avons sur le chien soit transférée au personnage. C'est-à-dire que le chien a pour fonction de nous rendre sympathique Gabriel Attal. Mais voilà, la photo ne va pas. Pourquoi ? Parce que Gabriel Attal apparaît sur l'image comme un adolescent attardé. Oui, il a tous les codes, les baskets, le jean, le t-shirt, la chemise, j'ai l'impression. Ouverte, oui, on a l'impression qu'on n'est même plus dans la télé-réalité, mais dans Premier Baiser, c'est-à-dire un sitcom. Et derrière, que voyez-vous ? La façade de l'hôtel Matignon. Et c'est ce qu'on appelle une antithèse. Antithèse entre la façade de Matignon, le pouvoir, l'âge d'homme, et un adolescent qui est sur les marches, légèrement à l'écart. On comprend bien que le costume de Premier ministre est bien trop grand pour lui, d'autant que les problèmes à résoudre sont, presque insolubles, tant qu'on restera dans l'Union européenne. Si je résume, cette photographie étant dans une certaine mesure la confirmation de l'image que nous avons vue de Gabriel Attal au sein de l'Assemblée nationale lorsqu'il regarde son portable comme un élève de seconde. Et pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Gabriel Attal ? Essentiellement pour sa plastique, essentiellement pour faire des campagnes de communication. Les patriotes n'ont pas une mémoire de poisson rouge. Gabriel Attal nous rappelle furieusement la campagne de communication qui a été mise en œuvre entre 2016 et 2017. Oui, vous savez, lors de l'élection présidentielle. Les Français se sont aperçus un peu tard qu'ils n'avaient pas voté pour un homme, mais pour un produit de communication, Macron, qui s'est révélé à travers le temps creux, incompétent et particulièrement dangereux. Avec cette nouvelle campagne de communication
de Gabriel Attal, l'ado sans qualité, on dérive de plus en plus vers Idiocratie. Est-ce que vous connaissez ce film? C'est donc un Américain moyen du 21e siècle qui se retrouve au 25e siècle et le monde est peuplé entièrement d'idiots. Et qui dirige les États-Unis? Eh bien, le voilà, le président américain dans Idiocratie. C'est une star du catch et du porno. Mais est-ce que nous sommes si éloignés d'Idiocratie? Certes, nous n'avons pas d'acteur porno dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais nous avons un écrivain de romans pornographiques. Si, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Oui, c'est bien Bruno Le Maire sur la photo. Alors, il a posté cette image de lui-même en star des années 80 sur les réseaux sociaux pour vanter les mérites de l'intelligence artificielle. En même temps, Bruno Le Maire, c'est une vraie intelligence très très artificielle. Et comme toujours, tel Narcisse, il se noie dans la contemplation de son reflet. Les réseaux sociaux ont éclaté de rire lorsqu'ils ont vu cette image. Il faut dire qu'il a quand même osé. Mais on pourrait dire la même chose pour Gabriel Attal. Certains pourraient me dire ce sont des informations secondaires. Pas du tout. Ces clichés montrent bien ce que sont devenus les politiques. Des images, des purs produits. Ils sont creux. Et lorsqu'on en est à se présenter de cette façon-là, c'est qu'on n'a plus rien à dire. C'est que derrière ces images, il y a la réalité. Et la réalité, c'est la catastrophe. L'article 4 du projet de loi contre les dérives sectaires punit d'1 à 3 ans de prison la provocation à s'abstenir de suivre un traitement médical. C'est la fin de la science et de l'évolution. Il sera interdit de remettre en cause les connaissances médicales du moment. Cette information ne vous est pas inconnue, je l'ai traitée plusieurs fois. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au profil des députés macronistes qui sont derrière cet article 4, et notamment de la macroniste Brigitte Lizaud. La députée macroniste Brigitte Lizaud, à l'origine du retour de l'article 4 au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'il avait été enlevé par le sénateur Houpert au Sénat, dans la loi sur les dérives sectaires, l'article qui interdit de critiquer les traitements et vaccins promus par le gouvernement et Big Pharma a travaillé pour le géant de l'industrie pharmaceutique GSK. Et oui, lorsqu'on regarde son profil, elle a été visiteuse médicale au sein du groupe GlaxoSmithKline, donc GSK. Et que dire de celle qui a rédigé l'article 4? L'amendement qui rétablit l'article 4 sur les dérives sectaires, déposé par le médecin et député Stéphane Rist, précédemment rémunéré par les laboratoires, interroge sur l'indépendance de son choix. Oui, c'est elle qui est la rapporteuse. Déjà, en 2018, on s'interrogeait sur son indépendance. Les macronistes, des communicants ou des lobbyistes. En tous les cas, l'article 4 changerait bien des choses. Pensons par exemple au Mediator. Avec l'article 4 de la loi contre les dérives sectaires, une lanceuse d'alerte comme Irène Franchon dans l'affaire du Mediator se serait retrouvée en prison pour provocation à l'abandon de soins. Interdiction donc de dénoncer les scandales sanitaires. Un petit retour sur le Mediator. Le Mediator était un médicament indiqué dans le traitement du diabète de type 2, a été commercialisé en France de 1976 à 2009. La toxicité de son principe actif, le benfluorex, connu des laboratoires Servier qui l'ont maintenu sur le marché, a causé les décès et pathologies graves de milliers de personnes. C'est clairement une loi contre les lanceurs d'alerte. Il faut les faire taire, voire parfois les intimider. Voyez ce qui s'est passé à la librairie Vincent. La librairie Vincent a été vandalisée cette nuit. Attaque sous bannière Antifa, prétextant une conférence de Louis Fouché. Louis Fouché, victime des Antifas. Bon, on a bien compris, et Sylvano nous le rappelle, les Antifas sont en général des fils de la haute bourgeoisie socialiste. Ils sont rarement inquiétés par la police. Ce sont eux qui cassaient tout dans le mouvement des Gilets jaunes pour discréditer le mouvement. Voilà, ils sont au service maintenant du Big Pharma. Tenez, puisqu'on parle de Big Pharma, que se passe-t-il sur le front du pchout ? Eh bien, il y a l'étude Pchout qui nous a vendu l'efficacité à 95% et a justifié la fameuse campagne de Pchout, a fini sa phase 3 et donne finalement une efficacité sur 2 ans, vous lisez bien, de moins 30%. Je dis bravo! Les non-Pchout ont gagné haut la main avec zéro risque d'effet indésirable.
Le lien est dans ma description, mais vous voulez peut-être regarder ces schémas de plus près. Les voilà, et vous constatez donc qu'en 2023, les courbes se sont croisées. Vous remarquez également qu'il y a très peu de cas quand le pshout est efficace à 95%. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment le laboratoire peut-il justifier ce croisement de courbes? Au cours de la période post-vaccination, ça c'est dans le dossier Pfizer, il existe des preuves claires d'une meilleure protection, donc pour le pshout, par rapport au placebo dans les mois suivant la vaccination. Mais il n'y avait pas énormément d'épidémies avant que le croisement ne se produise. Après le croisement avec le placebo, l'accumulation de cas augmentait à la fois pour les groupes de croisement, donc pshout, d'origine et pour le placebo suite à différentes vagues de variantes. Les courbes s'accentuent considérablement autour de 470 et 300 jours pour les groupes croisés, pshout et placebo, respectivement, ce qui représente probablement le moment où chaque groupe a été exposé au début des ondes Omicron. Je ne crois pas que cette étude Pfizer fasse la une des journaux. C'est même le contraire. Vous avez toute une série d'études qui montrent que Macron, Olivier Véran ont pris les bonnes mesures avec les confinements, la vaccination, le pass sanitaire. Et lorsqu'on regarde dans le détail ces études, on est, comment dirais-je, consterné. Ils prennent des coefficients et ils multiplient et obtiennent des chiffres imaginaires. Non, les véritables études, ce sont celles de Pfizer. Et pourquoi vous avez ces drôles d'études à la une des journaux? Eh bien, l'étude de Pfizer explique les autres études. Agriculture, oui, cela repart. On connaît le petit jeu de monsieur Arnaud Rousseau, faire semblant de montrer les muscles. Une grosse semaine de mobilisation démarre demain avec ou sans la FNSEA. Cette fois-ci, c'est jusqu'au bout qu'on ira. Pour bien comprendre cette séquence, je vous mets le lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans cette séquence? Arnaud Rousseau qui vient pleurnicher. Gabriel Attal ne l'appelle pas. Cela fait 10 jours qu'il est sans nouvelles. Et Arnaud Rousseau explique que s'il ne reçoit pas les aides avant le salon de l'agriculture, eh bien, il ne pourra plus maîtriser ses troupes. Mais quant aux paysans, ils connaissent bien l'entourloupe Arnaud Rousseau, ils vont se passer de lui. Il y a une très grande inquiétude à la tête de la FNSEA, comme à Matignon. Et pendant ce temps-là, eh bien, notre séjournée fait des siennes. Interview délirante ce matin du nouveau ministre macroniste des Affaires étrangères, l'analphabète Stéphane Séjourné, qui évoque un possible emprunt européen de 100 milliards pour l'Ukraine et met explicitement la France sous double tutelle. Ce sera l'OTAN et l'Europe. Les Européens ont besoin d'une deuxième assurance vie. Remarquez qu'autrefois, on aurait appelé cela le caniche de Washington. Est-ce qu'il ressemble à un caniche, Stéphane Séjourné? Il faudrait demander à Gabriel Attal, lui, qui est l'ami de la jante canine. Sinon, l'Union européenne est capable de débourser 100 milliards pour faire la guerre et elle est incapable, cette Union européenne, de trouver quelques milliards pour sauver l'agriculture française. C'est, paraît-il, une question de priorité. Mais est-ce que cela peut durer très longtemps, ce genre de choses? Évidemment non. Et c'est même un peu la panique au sommet de l'État français. Oui, Emmanuel Macron reporte son voyage en Ukraine. Macron a reporté sa visite en Ukraine pour des raisons de sécurité, écrit Challenge. En apprenant le retard du voyage, les diplomates ukrainiens sont tombés de leur chaise, ajoute le journal. Auparavant, le dirigeant français avait déclaré que la France était sur le point d'achever les travaux sur un accord bilatéral sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine et avait promis d'annoncer sa signature lors d'une visite en Ukraine en février. Est-ce que cela signifie qu'Emmanuel Macron abandonne Zelensky? Rien n'est moins sûr, mais il faut quand même recontextualiser. L'Ukraine est en train de perdre militairement. Une partie de la population ukrainienne est en train de montrer des signes de colère vis-à-vis de Zelensky. On se rappelle que Zelensky a limogé le général en chef Zaloujny qui était très populaire. Aux États-Unis, il y a un débat sur le financement de l'Ukraine. Et les Américains ont annoncé qu'ils n'enverraient plus de GNL en Europe. Et cette nouvelle vient de tomber. Dictature du réel. Les livraisons de gaz liquéfié russes vers la France ont augmenté de 41% en 2023. Avec le retrait du gaz nord-américain, la Russie pourrait devenir le premier exportateur de GLN vers la France. C'est aussi bien
que par le Nord Stream 2, mais c'est 4 fois plus cher. Et oui, Bruno Le Maire est un génie. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé une augmentation de livraison de GNL russe à la France. Si la France est en train d'abandonner l'Ukraine, cela s'appelle un retournement de veste. J'ai hâte d'entendre le narratif pour le justifier. Là, je pense qu'on pourra sortir les pop-corns. Autre dossier brûlant pour le gouvernement, Mayotte. Immigration illégale à Mayotte, Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol, mais peine à apaiser la colère. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce titre. Annonce la fin du droit du sol. Mais Gérald Darmanin n'a pas un pouvoir exécutif. C'est la Chambre des députés qui peut voter la fin du droit du sol. Comment peut-il annoncer la fin alors qu'il n'y a pas de loi votée? Et on se rappelle que le Conseil constitutionnel refuse d'appliquer ce genre de choses. Gérald Darmanin n'est-il pas en train de nous jouer une sacrée entourloupe? Marion Maréchal déplore la fin du visa territorialisé. Outre la suppression du droit du sol, Gérald Darmanin a annoncé que les titres de séjour territorialisés allaient être supprimés à Mayotte. Ça, c'est de son ressort. Puisque nous aurons beaucoup moins de titres de séjour et que nous n'aurons plus la possibilité d'être français lorsque l'on vient à Mayotte, les visas territorialisés n'ont plus lieu d'être, a ainsi argué le locataire de Beauvau. Propre à Mayotte, ce dispositif empêche les détenteurs d'un titre de séjour à Mayotte de se déplacer dans les autres départements de France. Cela ressemble donc à une arnaque. On fait croire qu'on va supprimer le droit du sol, mais la véritable mesure, c'est la suppression du séjour territorialisé. C'est ce que nous rapporte Marion Maréchal. Gérald Darmanin est en train d'organiser le transfert de l'immigration de Mayotte vers la métropole, a-t-elle déclaré sur le plateau de BFM TV. Si le ministre de l'Intérieur assure que les personnes qui arriveront en métropole en provenance de l'archipel seront des réfugiés ou des migrants réguliers, Marion Maréchal se dit sceptique. Le ministre de l'Intérieur est en train de vouloir renvoyer cette immigration vers la métropole et la répartir dans nos campagnes. Pour ceux qui ont de la mémoire, c'était le projet de la gauche. Et dans les faits, Éric Ténier, reporter à Livre Noir, scoop. Depuis 4 jours, je n'ai vu aucun avion partir direction l'Afrique pour appliquer des OQTF. La dernière fois qu'un avion entier a été affrété pour des expulsions, oulala, je me souviens plus tellement, c'était il y a longtemps, me répond un gradé de Mayotte. L'avion qui transporte 50 Africains vers Paris vient tout juste de décoller de Mayotte. Vous avez compris l'arnaque. Darmanin n'a pas du tout le pouvoir de rétablir le droit du sol. Par contre, il a le droit de supprimer le visa territorialisé. Voilà, pour faire qu'il y ait plus d'immigration en France, il nous fait croire qu'il va rétablir le droit du sol. Et il nous avait joué la même comédie avec la loi sur l'immigration. La loi sur l'immigration était censée limiter l'immigration et dans les faits, c'est une loi pour accueillir plus d'immigrés. Encore une sinistre comédie, mais ils ne pourront pas durer très longtemps comme ça. Les populations n'en peuvent plus penser à ces pauvres Mahorais. Une Mahoraise dit la vérité sur Mayotte. Acte de barbarie, enfants attaqués dans les écoles avec armes blanches. Est-ce qu'au nom de la pauvreté, on peut excuser de tels actes? Eh bien, les associations humanitaires, les associations progressistes traitent les Mahorais de xénophobes. Oui, vous ne rêvez pas. Est-ce que cela peut durer très longtemps, tous ces mensonges, toute cette propagande? Mais pas le moins du monde. Il suffit d'ailleurs de regarder les sondages, même aux ordres, et on s'aperçoit d'un effondrement de la majorité présidentielle. Même chez IFOP, il place la majorité présidentielle entre 16 et 17. Et c'est certainement grossir le trait, puisque dans d'autres sondages, la majorité présidentielle, entre guillemets, ne dépasse pas 10%. Le Rassemblement national est entre 29 et 32%. Le Parti socialiste tourne autour de 10%. Les écologistes, 6 ou 7. La France insoumise, 6 ou 7. Les républicains sont à 9, mais dans certains sondages, ils montent jusqu'à 12. Reconquête, entre 5 et 7. Le Parti communiste, 3-4%. Debout la France, 2%. Quant aux listes patriotes de Philippot ou d'Asselineau, elles ne décollent pas, elles sont à 0,5%. S'il y avait des synergies, on l'a dit sur cette chaîne, eh bien peut-être qu'on pourrait se faire entendre, on pourrait se faire connaître du plus grand nombre. Mais tant qu'on restera dispersés chacun de notre coin, cela ne servira pas à grand-chose.
Allez, on va revenir sur l'interview de Vladimir Poutine. C'est un véritable coup de pied dans la fourmilière atlantiste. Il court dans tous les sens et raconte n'importe quoi. Je donne qu'un seul exemple, Nicolas Tenzer. Oui, le Tanzer Division. Pour libérer l'Ukraine, je pense que nous avons les moyens d'intervenir sans déclencher une troisième guerre mondiale, une guerre atomique. Bien sûr, l'armée française qui va aller taper l'armée russe en Ukraine et les Russes vont dire continuez. Mais c'est quel niveau d'inconséquence? En même temps, lorsqu'on voit qui a parrainé Nicolas Tenzer Division, on ne s'étonne plus de rien. Madeleine Albright, vous vous souvenez de l'affaire des enfants irakiens, il était manifestement à bonne école. Ce qui est certain, c'est que c'est un énorme succès pour Tucker Carlson. Ma dernière capture d'écran, 194 millions de vues. Il faut également ajouter 120 à 130 millions de vues sur les réseaux sociaux. Jamais un interview politique a eu un tel succès. On comprend dans une certaine mesure leur amertume à tous ces atlantistes. D'autant qu'une affiche résume en quelque sorte leur chef. Dumb and Dumber. Oui, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.